Bonsoir, les titres tout de suite. Terrible attentat en plein cœur de Londres, l'IRA sans doute, 1 mort, 34 blessés et des milliards de francs de dégâts. Michel Rocard reprend le dessus au comité directeur du PS, pourtant les Fabusiens étaient absents. Référendum demain en Russie, une question essentielle, oui ou non à Boris Yeltsin. Et puis une bonne surprise, Cédric Pioline qualifié pour la finale à Monte-Carlo, c'est du tennis, il a battu cet après-midi Stefan Edberg. Les terroristes ont donc frappé très fort à Londres. Cet après-midi, la City, en plein cœur de la capitale britannique, offrait un spectacle de désolation. Une bombe de forte puissance, vraisemblablement placée par l'IRA, a explosé en plein cœur du quartier des banques, et notamment tout près de la Bird, la banque Est-Ouest, où se réunissent ce week-end des représentants de 50 pays et de très nombreux journalistes. Bilan, je vous le disais, 1 mort, 34 blessés, des milliards de francs de dégâts. Christian Marimono, à Londres. 10h30 ce matin, un gros champignon noir au-dessus de la tour de la banque National Westminster. Une bombe d'une forte puissance vient d'exploser au cœur de la City, le centre financier de la capitale britannique. Les vitres des banques ont été soufflées par l'explosion. Les 54 étages de la NatWest ont été fortement endommagés. La police avait reçu 2 messages codés peu avant l'attentat, une technique utilisée par l'IRA. La bombe aurait creusé un cratère de 12 mètres carrés. Cet attentat a tué un homme et blessé 34 autres personnes. On était dans le parking souterrain et après l'explosion, on pouvait voir le ciel. Il y avait un trou énorme. Il y avait des ouvriers qui travaillaient sur des conduits de gaz. Ils ont fermé à temps. Les dégâts sont estimés à plus de 8 milliards et demi de francs. Les principaux établissements financiers de la City ont été touchés. À 400 mètres, la Bird, la Banque européenne de développement, où se tient l'Assemblée générale, avec 1000 délégués des pays de l'Est et de l'Ouest, a tremblé, mais n'a pas subi de dommages. La cible n'a pas été choisie par hasard. L'IRA avait toujours menacé de s'en prendre aux intérêts financiers et commerciaux de la Grande-Bretagne, d'où cet attentat aujourd'hui à la City de Londres. Mais cet attentat aujourd'hui a été mortel. La politique française maintenant, avec le comité directeur du Parti socialiste. Il s'agissait pour les socialistes, emmenés par leur nouveau patron Michel Rocard, de préparer les États généraux du début juillet. Mauvaise surprise pour Michel Rocard, Laurent Fabius, l'ancien premier secrétaire, n'est pas venu, de même que d'autres personnalités importantes du parti. Et pourtant, un accord est intervenu tout à l'heure. Roland Sicard. L'important, c'est qu'il y ait la salle. S'il vous plaît. Non, la salle, tout le monde a dit qu'elle serait vide. Tout le monde avait peut-être dit que la salle serait vide. Rocard, lui, en tout cas, en avait fait le cauchemar. Le boycott décidé hier soir par Laurent Fabius et ses amis avait fait souffler un vent glacial sur la nouvelle direction. Mais aujourd'hui, c'est Laurent Fabius qui a dû beaucoup s'inquiéter. D'abord, lorsqu'il a su que Pierre Mauroy et ses amis, après avoir longtemps hésité, rejoignaient la nouvelle direction. Ensuite, lorsqu'on a dû lui dire que Daniel Percheron, le patron de la puissante fédération fabiusienne du Pas-de-Calais, rejoignait aussi la nouvelle direction. Enfin, lorsqu'il a dû apprendre que Jean Popren, qui avait dit qu'il ne viendrait pas, est arrivé. En tout cas, à l'heure du déjeuner, c'est Pierre Mauroy qui prenait les choses en main. Il est absolument essentiel que le Parti socialiste puisse avoir comment un fonctionnement normal. L'absence de Laurent Fabius compromet pas. Écoutez, un fonctionnement normal. Fonctionnement normal, cela veut dire que la direction provisoire animée par Michel Rocard reste en place, mais que les instances qui avaient été supprimées sont rétablies. Cela veut dire aussi que les États généraux sont en marche. Résultat, Rocard ce soir n'était plus inquiet. Je suis prêt à toutes les disciplines. Il est possible à partir de cela de repartir ensuite pour retrouver capacité de travail avec tous ceux qui en France ne s'accommodent pas du conservatisme au pouvoir. Nous avons tâche de reconstruire une opposition et de reconstruire toute une gauche capable un jour de reprendre le pouvoir dans ce pays. En tout cas, pour le moment, les Rocardiens ont marqué plusieurs points. Fabius isolé, la plupart des grandes fédérations rassemblées. Il y a 3 semaines, Rocard n'en espérait peut-être pas tant. Pour lui ce soir, la bataille du PS est en passe d'être gagnée. Et pendant ce temps-là, et ce n'est sûrement pas un hasard, l'ancien secrétaire du PS, Laurent Fabius, donc, était aujourd'hui en Auvergne aux côtés de François Mitterrand. Les deux hommes participaient à une cérémonie anniversaire dans le Puy-de-Dôme, une visite privée qui n'en a pas moins une valeur symbolique. Demain, François-Henri de Virieu, dans l'heure de vérité, recevra justement Michel Rocard. Ce sera à 12 h en direct sur France 2. Alors Arlette Chabot, vous avez suivi les travaux du PS. Arlette, Michel Rocard, semble-t-il, a repris le dessus. Oui, tout à fait. Je dirais même que l'opération de Laurent Fabius, effectivement, a échoué parce que ses principaux soutiens l'ont lâché.
Pierre Mauroy, donc, qui a trouvé un compromis avec Michel Rocard. Et puis cette fédération du Pas-de-Calais dont on parle, c'est important parce qu'elle représentait 30% des forces de Laurent Fabius au sein du Parti socialiste. Donc désormais, Laurent Fabius est bien minoritaire au sein de ce PS. Il ne pourra plus bloquer, par exemple, l'organisation des États généraux, comme on le pensait il y a encore quelques jours. Et même si Laurent Fabius peut se prévaloir du soutien, par exemple, de François Mitterrand, on sait aujourd'hui que les ponts sont coupés entre le parti et le président et que François Mitterrand donc a très peu d'influence sur quelques hommes encore, mais c'est tout, au sein du Parti socialiste. Donc effectivement, Michel Rocard a gagné la bataille d'appareil, mais il lui faut maintenant créer une dynamique, trouver des idées pour remobiliser les militants et surtout retrouver des électeurs. La période n'est pas évidente puisque le gouvernement d'Édouard Balladur et le Premier ministre, on le sait, sont populaires, n'ont commis pour l'instant aucune faute. C'est dire que si effectivement Michel Rocard a bien pris le Parti socialiste ce soir, qu'une page est tournée, eh bien le plus difficile reste à faire, c'est-à-dire lui redonner un projet. Merci Arlette. La Corse, choquée et en colère. Les Corses ne sont pas contents du tout de la décision de justice rendue hier à propos de l'effondrement du stade de Furiani. Vous savez que sur les 18 inculpés, 5 obtiennent le non-lieu, dont le président de la Fédération française de football, Jean Fournier-Fayard, et aussi Eugène Bertucci, le maire de Furiani. Les 13 autres inculpés sont renvoyés en correctionnel. Claude Sampère, Jean-Marc Sursin, réaction à Bastia. Les larmes et la colère des familles de victimes devant le palais de justice de Bastia. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je vous le dis, moi. C'est pas possible. Dès l'annonce hier des 13 renvois devant le tribunal correctionnel et des 5 non-lieux sur le drame de Furiani, quelques familles de victimes ont bloqué pendant plusieurs heures la circulation à Bastia. Des familles qui aujourd'hui encore ne comprennent pas les décisions prises par les magistrats. Ça a été une parodie de justice, étant donné donc que Fournier-Fayard a bénéficié d'un non-lieu alors qu'il est hautement responsable, que le maire de Furiani, M. Bertucci, a bénéficié d'un non-lieu, qu'il est hautement responsable, et que Mme Giudicelli aussi a bénéficié d'un non-lieu, et qui sont hautement responsables. Parce qu'il faut savoir donc que ces gens-là ont tué 15 personnes. Et je ne l'accepte pas. Quelques slogans écrits à la hâte aux abords du palais. Les victimes de Furiani n'acceptent pas les non-lieux prononcés hier et ne comprennent pas pourquoi le préfet de l'époque, Henri Huran, n'a jamais été inculpé. Moi je me bats pour... j'ai perdu mon fils et il faut que les gens sachent que la justice, il faut qu'elle existe. Pour moi, j'ai tellement de colère, j'ai tellement d'amertume, j'ai tellement de haine maintenant. Pour moi, je ne peux pardonner personne en ce moment. Et je pardonnerai personne. Parce qu'il y a une chose, je veux dire, que j'accepte maintenant de nos jours, peut-être pas encore la mort de Marie-Pierre. Je ne peux l'accepter 11 mois après, je ne... Marie-Pierre, sa fille qui fait partie des 15 morts du 5 mai 92. Contre les non-lieux et pour un procès aux assises, les familles de victimes ont décidé de se pourvoir en cassation. À Valence, dans la Drôme, toute la journée a été consacrée à l'enquête sur les causes de l'effondrement du chapiteau du concert Sardou. Hier, 2 heures à peine avant l'arrivée des 6000 spectateurs, le chapiteau s'est effondré, faisant 4 blessés légers seulement. Françoise Vallée, enquête. Voilà ce qu'il reste du plus grand chapiteau d'Europe. 30 tonnes de structure balayées en quelques secondes. Pourtant, une demi-heure avant l'accident, la commission départementale de sécurité était encore sur place pour vérifier l'installation. Tout lui semblait parfaitement en règle. Tout ce qui était accès, secours, nombre d'issues en fonction du public que cette structure était censée recevoir a été fait. Seulement, en amont de nous, il y a des personnes, des bureaux, qui donnent des homologations. Et nous, notre mission, eh bien, n'est pas celle qui doit être faite en amont de nous, qui est celle de l'homologation de ce type de structure. Selon les premières informations, la toile du chapiteau n'aurait pas résisté au vent qui soufflait hier sur Valence. Une toile pourtant homologuée pour résister à des vents de 90 km/h. Selon moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû avoir une tornade, une mini-tornade, annoncé 70, comme aujourd'hui, je ne sais pas si vous étiez sur place, il y a eu un coup de tabac et il est dépassé les 100 km/h. Hier, les services météo ont enregistré des vents de 50 à 70 km/h. 2 enquêtes, l'une judiciaire, l'autre administrative, ont donc été ouvertes pour déterminer la conformité du chapiteau et les causes exactes de son effondrement. Autre colère encore, celle des marins-pêcheurs, mais le blocage des ports de plaisance décidé pour le week-end a été finalement très symbolique. Les marins-pêcheurs protestent contre l'effondrement des cours du poisson. Jacques Deveau, Gabriel Camilla, en Pays breton.
On attendait une armada. En fait, ce matin, il n'y avait qu'une petite dizaine de chalutiers à quitter le Guilvinec pour aller bloquer le port de plaisance de Bénodet. Sans doute parce qu'au Guilvinec, comme ailleurs, beaucoup de patrons pêcheurs ne voulaient pas abîmer leurs bateaux, voire perdre du temps. Quant au comité de survie qui avait peut-être pressenti la faible participation, il parlait d'action symbolique. C'est un coup de semonce, c'est des blocages qui ne vont pas durer très longtemps dans tous les cas. Et c'est pour dire au gouvernement, aujourd'hui on fait ça, mais demain on peut bloquer autre chose. Il n'y eut d'ailleurs pas de blocage du port. Les pêcheurs, dans le calme, laissaient le libre accès à la satisfaction générale. Je pense que c'est une opération tout à fait symbolique et sans danger pour les plaisanciers. Je pense que les plaisanciers comprendront très bien le sens de leur démarche. Personne n'est au courant des affaires des marins pêcheurs absolument à fond, mais enfin c'est un sentiment de malaise que tout le monde ressent. Je comprends la détresse des marins parce qu'il n'est pas normal que ces gens-là, qui travaillent dans toutes les conditions de mer à longueur d'année, ne puissent pas retirer un salaire leur permettant de vivre normalement. Finalement, au bout de 3 petites heures de présence, les pêcheurs larguaient les amarres tout en annonçant de prochaines actions. Dans le Vaucluse, une information judiciaire ouverte pour enlèvement d'enfants. Jeudi dernier, c'est-à-dire avant-hier, David, un jeune garçon de 13 ans, a disparu d'une cité de Mondragon. 350 personnes participent aux recherches. Caroline Laudrin. Et on va remonter en ratissant tout ce secteur. Les gendarmes mobiles de Narbonne sont arrivés en renfort cette nuit et fouillent la garrigue depuis le lever du jour. 220 personnes, gendarmes et bénévoles confondus, se sont déployés autour de Mondragon à la recherche de David. Nous avons pas mal de choses, nous avons aussi des rochers, nous avons des grottes. Alors il faut aller voir dans le fond des grottes, il y a des trous, alors on va dans les trous. Et puis vous voyez actuellement, là, nous sommes vraiment dans la montagne. Et bon, il faut y aller. David a été vu pour la dernière fois jeudi vers 18 h. Lui, l'amoureux de la plongée sous-marine, n'est pas allé à son cours et son vélo, dont il ne se sépare jamais, est resté à la cave. 2 éléments qui, selon les parents, excluent la thèse de la fugue. Il vadrouille beaucoup dans Mondragon. Ils ont des cabanes, mais il est toujours accompagné de quelqu'un. C'est un enfant peureux. C'est un enfant qui a horreur de la marche. À chaque fois qu'on va faire une marche et tout, il est toujours en train de chouiner. Alors pour lui, c'est son vélo. Une information judiciaire est ouverte pour enlèvement d'enfants de moins de 15 ans. Demain, les plongeurs ont prévu de draguer le canal de Mondragon. À l'étranger, nouvel échec de la diplomatie dans l'ex-Yougoslavie. Les Serbes de Bosnie ont rejeté tout à l'heure l'ultime proposition du médiateur européen Lord Owen. Il proposait pourtant un couloir international qui aurait relié les territoires serbes de Bosnie à la Serbie elle-même. Dorothée Oliéric, explication. Négociation tout sourire, le front diplomatique a pris aujourd'hui le pas sur la guerre dans l'ex-Yougoslavie. Sourire et pourtant le courant ne passe guère entre le médiateur David Owen et le leader des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic. Au centre des entretiens, le découpage de la Bosnie. Lord Owen a proposé aux Serbes un compromis. Ce corridor en blanc sur la carte serait sous contrôle de l'ONU et relierait les régions serbes de l'ouest de la Bosnie à la Serbie. Un corridor démilitarisé, une sorte de cordon ombilical avec la Grande Serbie en sombre sur cette carte. Cet aménagement du plan de paix allait dans le sens des revendications territoriales de la partie serbe et pourtant Lord Owen n'a pas convaincu le leader serbe. Monsieur Karadzic mène non seulement les Serbes bosniaques sur une voie dangereuse, mais il entraîne toute la nation serbe sur une voie désastreuse et tragique. Explication du refus pour Radovan Karadzic, les Serbes ne peuvent accepter un corridor passant par des territoires hostiles, en l'occurrence croates. Dans le centre de la Bosnie, les combats continuent. Demain, ce sont les sanctions de l'ONU qui entreront en vigueur, avec à la clé un quasi-isolement de la Fédération yougoslave. Au Proche-Orient, d'abord l'extrême tension dans les territoires occupés par Israël. D'une part, c'est en ce moment même l'anniversaire de la création de l'État hébreu, 45e anniversaire. Et pour cette raison, les territoires ont été complètement bouclés. Et puis d'autre part, on constate chez les Palestiniens de nouvelles dissensions à l'approche des négociations de Washington. En tout cas, hier à Gaza, un Palestinien a été tué et une 60aine d'autres blessés. Charles Anderlin, reportage exclusif. C'était la plus importante démonstration de force du Hamas à Gaza depuis plusieurs mois.
L'organisation intégriste avait rassemblé des milliers de sympathisants au cours de ce meeting à la mémoire d'un militant du commando Azzedine El-Qassam, tué au cours d'un accrochage avec l'armée israélienne. Danse, démonstration de combats rapprochés, mais aussi discours de leaders spirituels. L'histoire n'oubliera pas, la condamnation populaire suivra partout les marchands de terre. C'est ainsi que le Hamas qualifie les délégués palestiniens aux négociations de paix. La terre de Palestine restera islamique. La victoire viendra si nous continuons à brandir le Coran et le fusil. Et c'est l'affrontement. Une unité israélienne est signalée quelques rues plus loin. Des tirs. Le bilan va s'alourdir au fil des minutes. Il y a 1 mort et 60 blessés. Dans ces conditions, l'OLP fait du forcing pour défendre sa décision de reprendre les négociations avec Israël et protéger les délégués des territoires occupés. Yasser Arafat s'est adressé par téléphone de Tunis aux étudiants de l'université Al-Azhar de Gaza. Nous devons participer aux pourparlers car si nous sommes sur la carte politique, nous serons sur la carte géographique de la région. Dans la matinée, des militantes de l'OLP sont venues manifester leur soutien à Haider Abdel Shafi, le chef de la délégation palestinienne, et lui demander de revenir sur sa décision de ne pas aller à Washington. Ceci encore à propos du Proche-Orient, un rapprochement timide entre la France et le Liban. Ce sont les petits pas de la diplomatie. Il semble que le changement de majorité aux élections françaises ait permis ce rapprochement. Exemple, le chef du gouvernement libanais, Rafik Hariri, a rencontré aujourd'hui à Paris son homologue français, le Premier ministre Édouard Balladur, au cours d'un déjeuner privé. M. Hariri devrait venir en visite officielle cette fois dans 2 mois environ. En Afrique du Sud, la mort d'un des grands leaders noirs de l'Afrique du Sud. Oliver Tambo avait 75 ans, il est décédé d'une crise cardiaque. C'était un héros de la lutte anti-apartheid, il était le président de l'ANC. C'est demain que les Russes votent, oui ou non, à Boris Yeltsin. Il n'est pas sûr que le résultat du référendum réglera tous les problèmes, mais en tout cas, il devrait tout de même éclaircir la situation. Sans doute restaurer le pouvoir du président Yeltsin. En tout cas, M. Yeltsin a mené campagne jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui. Marcel Tria a suivi quelques moments forts de sa campagne, notamment avec les autorités religieuses. Reportage. Toute la ville de Vladimir était là pour célébrer la Pâque orthodoxe en compagnie de l'ancien communiste repenti qui n'a pas perdu tous ses vieux réflexes et de ses nouveaux amis les popes. Il y a aujourd'hui dans la région 150 églises en activité, 3 fois plus qu'il y a 3 ans. Et Boris Yeltsin vient de rendre à l'église par décret tous ses biens confisqués par la révolution d'octobre. À quelques jours du référendum, cela tombe plutôt bien. Le Christ est ressuscité, lance le président. Il est vraiment ressuscité, répond la foule. Il faut voter de telle façon, le 25 avril, que la Russie ne soit pas précipitée de nouveau dans le gouffre, dans le néant communiste. Pour le jeune gouverneur, une sorte de préfet nommé par Boris Yeltsin et qui le suit aujourd'hui comme son ombre, c'est un grand jour. Engagé dans une guérilla permanente avec les anciens notables communistes, il espère bien que la victoire du président au référendum permettra enfin de neutraliser les hommes du passé à Vladimir comme à Moscou. Tout le monde a compris que si ça continue comme ça, tout est possible, n'importe quoi, même le pire. Pris dans la mêlée des supporters venus accueillir leur président, un homme en veste verte qui est là parce qu'il ne peut vraiment pas faire autrement. Il est le président du Soviet régional, l'ennemi juré du gouverneur. Il préfère, dans son bureau, contempler d'autres icônes. Et les démocrates de Vladimir le considèrent comme un fervent partisan du retour au passé. Qu'est-ce que ça veut dire, le retour au passé? Je suis pour le retour des magasins bien approvisionnés, comme avant. Et dans ce sens, je suis pour le retour au passé. Mais si vous avez en vue la dictature d'un parti ou le système politique qui existait autrefois, alors évidemment, je suis contre. À la sortie de la cathédrale, un vieil homme interpelle Boris Yeltsin. La Russie, pour la première fois, a reçu la liberté et c'est à vous personnellement qu'elle le doit. La liberté, un mot magique dans ce pays asservi depuis toujours. Sans doute le meilleur argument électoral de Boris Yeltsin pour faire oublier les conséquences catastrophiques de ses réformes économiques et pour gagner au référendum de dimanche.
Autre pays où l'on voit la remontée du sentiment et des manifestations religieuses, c'est l'Albanie, un pays qui a été justement dominé lui aussi par les communistes pendant plus de 40 ans. Demain, Jean-Paul II commence une visite dans ce pays où pourtant un habitant sur 10 seulement est catholique. Marc Maisonneuve, Jean Cornu. Skoudra, le bâtiment du Parti communiste, l'endroit où l'on disait que l'Albanie était le premier État athée du monde, est détruit. Les seuls bâtiments neufs de tout le pays, l'archevêché et la cathédrale. Tout doit être prêt pour la venue du pape. Jean-Paul II sera là dimanche pour lui. Zé Simoni, un des 4 hommes qui sera sacré évêque par le souverain pontife. Il a passé 12 ans en prison à cause de ses convictions. Après 50 années d'athéisme officiel et de persécution, quand nous avons gagné la liberté, il ne restait que 31 prêtres, vieux et malades. Nous pouvions penser que la religion allait disparaître. Au Vatican, on a dû faire le même constat, puisqu'il a financé entièrement la rénovation de la cathédrale. En Albanie, 13% des habitants, 442 000 personnes, sont catholiques. Une minorité dans un pays à majorité musulmane. 5 siècles d'occupation turque ont laissé des traces et la visite du pape pourrait être ressentie comme une provocation. Nous considérons Jean-Paul II comme un ami et nous respectons sa décision de venir. Prudents, les musulmans ont appris en 46 ans d'interdiction de pratiques religieuses à être discrets. C'était la 2e mosquée de la ville avant que la grande mosquée ne soit détruite sur l'ordre d'Enver Hoxha. La cohabitation entre les musulmans, les orthodoxes et les catholiques a de très anciennes racines. Elle a toujours existé. Déjà, Eddie Durham, un écrivain anglais, en parlait il y a 90 ans. Chacun est préoccupé par des difficultés économiques importantes. Ici, on pense d'abord à la survie. La liberté religieuse a surtout ému les anciens. Au Vatican, il semble qu'on ait pensé à eux, mais aussi à un territoire d'évangélisation, aux jeunes des Balkans, puisque c'est la première fois que Jean-Paul II se déplace à l'intérieur du continent européen pour sacrer des évêques. Cette histoire maintenant. Depuis le mois de juin dernier, les 30 hommes d'équipage d'un navire gabonais sont bloqués à La Rochelle. Nous avions déjà évoqué leur détresse à la fin du mois de décembre dernier. Le cargo est saisi, il n'est plus assuré. L'équipage attend que le gouvernement gabonais finance son retour vers Libreville. Et l'ambiance à bord devient bien sûr de plus en plus difficile. François Privat, Francis Lambert. À bout de force, anéantis par l'attente, les 30 marins gabonais de la Banga veulent rentrer chez eux. En juin dernier, la Sonatram, société propriétaire du navire basé à Libreville, a été liquidée. Et depuis, l'équipage est toujours bloqué à La Rochelle. On avait proposé de les rapatrier par avion, par groupe de 5 ou 6. Et cette proposition a été faite, si mes souvenirs sont bons, début mars. Par qui? Par la Sonatram. Où sont les billets? Moi, je n'ai pas reçu un billet. Il y a 3 semaines, j'ai demandé comment me donner un billet, je ne l'ai pas reçu. Avec ses compagnons d'infortune, Jean-Claude ne touche plus son salaire depuis le début de cette affaire. Et auparavant, l'ensemble de l'argent de poche a été dépensé, comme à chaque escale en Europe, dans l'achat de voitures, de matériel IFI ou de biens de consommation courante. On a acheté de la vaisselle, l'eau pour nos enfants. Il y a un gars qui, sa femme devait accoucher depuis. Ben, elle a accouché derrière, elle n'a pas vu de trousseau. Le trousseau est encore à bord. Et ça, vous êtes prêt à l'abandonner? On est prêt tout ça à l'abandonner. La tension monte parfois, surtout lorsque la police de l'air et des frontières met en garde l'équipage contre l'organisation d'un éventuel blocus du port. Ils nous ont menacés, dans le cas où ça arriverait, nous consigner à bord ou bien nous mettre en prison. Mais de toutes les façons, je pense que si leur décision peut sensibiliser les autorités gabonaises, je pense que ce sera le bienvenu parce que tous les moyens sont bons pour que nous retrouvions nos familles. Suspendus une fois encore à une éventuelle décision du gouvernement gabonais, ces marins veulent simplement retrouver leur liberté. Retour au sport maintenant avec l'exploit de Cédric Pioline à Monaco. Après un très beau parcours, le Français 29e mondial disputait cet après-midi la demi-finale de l'Open de tennis de Monte-Carlo. Il rencontrait la tête de série numéro 1, le Suédois Edberg en personne. Et vous l'avez peut-être vu sur France 2, c'était retransmis tout à l'heure dans Sport Passion. Pioline a gagné en 2-7, 6-4, 6-4. Pascal Doucet-Bon.
Bien sûr, en vainqueur, il lève les bras, mais ne comptez pas sur lui pour jeter sa casquette en l'air en hurlant sa joie. Non, ce n'est pas le genre de la maison Pioline. Cédric est calme, lucide, bon tacticien, et c'est pour cela qu'il a gagné aujourd'hui. Pour Stefan Edberg, le numéro 3 mondial, cet après-midi se résume à une longue série de volets ratés. Pioline et son entraîneur ont trouvé la stratégie pour gripper la machine à attaquer suédoise. On avait prévu un petit peu d'essayer de le tenir au fond, ce qui n'est pas facile, de le faire jouer le maximum de balles pour qu'ensuite, quand il arrive au filet, il soit un peu émoussé, un peu moins précis et qu'il se mette à faire des fautes, ce qu'il a fait aujourd'hui, mais aussi à cause du vent. C'est vrai, le vent était le troisième joueur de la partie cet après-midi. Et le vent gêne beaucoup les grands attaquants comme Edberg. En finale, Pioline rencontrera l'Espagnol Bruguera, vainqueur de Mouster. C'est la deuxième grande finale de sa carrière. Cédric le Tranquille a toutes ses chances. Un résultat, celui de la classique cycliste des Pays-Bas, l'Amstel Gold Race. Victoire du Suisse Jerman au sprint devant le champion du monde, Gianni Bugno. Un record du monde de vitesse sur l'eau, il a été battu par Thierry Bielac, le Français, déjà recordman du monde de vitesse à la voile. Avec sa planche à voile, au Sainte-Marie-de-la-Mer, il a atteint presque 84 km/h. Et puis enfin, boxe ce soir, ce sera sur France 2 en direct à 22h25. Le Français Frédéric Sellier, c'est lui, affrontera l'Américain Tyron Trice dans la catégorie des moyens. Un test important pour Sellier qui s'est beaucoup entraîné, mais qui ce soir ne sera pas face à la photo de Trice comme ici, mais face au vrai. Sellier est en principe un bon puncher. La preuve, vous l'avez vu sur l'image. Voilà, ce soir, ce sera sur France 2 en direct à partir de 22h25, commenté par Pierre Fula. Printemps de Bourges, suite et presque fin de cette grande manifestation musicale. Hier soir, une soirée très chaude avec Kezia Jones, le guitariste d'origine nigériane, et puis aussi Césaria Evora, dite la diva du Cap-Vert. Plus quelques personnalités que vous reconnaîtrez peut-être à la fin du sujet. Pascal Deschamps, Daniel Lévy étaient là. C'est l'histoire d'un jeune Nigérien que son père envoie à Londres pour faire son droit. Kezia Jones, c'est lui, préfère chanter dans les rues. Là où le barreau de Lagos perd un avocat, les amateurs de musique gagnent un virtuose du blues funk. Césaria Evora, elle, a commencé à chanter dans les bars de São Vicente, une petite île du Cap-Vert. C'était la reine de la morna, sérénade mélancolique, mais on l'a payée au lance-pierre pendant des années, 2 francs par chanson, jusqu'à ce qu'elle quitte son île à 45 ans passés pour conquérir d'autres publics. Bien sûr, le succès a changé ma vie. Parce qu'à 52 ans, enfin, je gagne de l'argent. Depuis 3 ans, j'ai pu déménager, m'acheter une vraie maison, des meubles, toutes ces choses dont j'ai rêvé. À gauche! On est content! Au Cap-Vert, c'est comme ça qu'on oublie ses soucis, à coups de rhum, de whisky et de saudade. Et comme à Mindelo, hier à Bourges, la nuit a duré longtemps. C'est bien! C'est bien! Ok! À la prochaine fois! N'oublie pas! Césaria Evora et ses musiciens sont en tournée dans toute la France jusqu'au 16 juillet. Ok! C'est vous là! Et oui, vous l'avez peut-être reconnu, c'était Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, qui se dépensait beaucoup sur la piste hier au Printemps de Bourges, la nuit dernière. Donc, il faut dire que cette manifestation est un petit peu son enfant, une manifestation qu'il a toujours soutenue. Alors, Jacques Toubon, le nouveau ministre de la Culture, lui n'a pas voulu être en reste, et il était à son tour aujourd'hui à Bourges, et on espère bien qu'il soutiendra le festival comme son prédécesseur. Voilà la peinture avant de terminer, et une formidable rétrospective Mirost à Barcelone. Le grand peintre catalan aurait eu 100 ans cette année. À Barcelone donc, 180 peintures et 300 dessins sont exposés. Inauguration cette semaine, en présence de la reine d'Espagne, de Georges Bégou et d'André Sora. Protectrice de l'art moderne et contemporain, la reine Sofia a honoré avec plaisir la rétrospective Miro du centenaire. Pour elle et pour tous ceux qui fréquenteront la Fondation de Barcelone, c'est un bain de poésie pure aux couleurs de la Catalogne qui éclate sur les murs blancs. Jaune, rouge et noir se taille la part du lion. Bien qu'ayant été influencé par les différents mouvements du siècle qu'il a traversé, il a vécu 90 ans,
Miro a toujours gardé une authentique personnalité. Il est inclassable, c'est un génie en liberté. À l'image de l'architecte catalan Gaudi, dont il vit s'ériger dans sa jeunesse les monuments les plus originaux, Miro se prend de passion pour la courbe, l'arabesque et les mosaïques de couleurs qui font chanter les promenades des jardins, les façades et les toits des maisons. Il y avait dans son admiration pour Gaudi tout de même des affinités profondes. Ils sont tous les deux de même souche catalane et ils ont tous les deux procédé à partir de la nature pour s'en évader et avec une imagination de visionnaire qu'on retrouve aussi bien dans les architectures de Gaudi que dans la peinture de Miro. Le pied, ça a toujours été l'organe enfin, qu'il attachait à la terre. Il disait qu'un Catalan doit toujours avoir les pieds sur terre pour rebondir plus haut par la suite. Il y a toujours ces allées et venues entre la terre et le ciel, la nuit, la musique. Tout jeune, Miro s'était vu en fauve, après avoir été cézannien et plus tard cubiste. Mais ce furent des flirts sans lendemain. Son style inimitable s'imposa bientôt, bien planté entre terre et ciel. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko. Ce sera mauvais, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, à 20h50, un numéro spécial de Que le meilleur gagne plus, présenté par Nagui, bien sûr. Femmes célèbres contre hommes célèbres. Sophie Davant, Love Amour, Serge Blanco, Pierre Palmade et quelques autres. Une émission au profit de la lutte contre le sida. 22h25, donc je vous l'ai dit, la boxe. 23h45, dernière édition. Philippe Lefebvre, bonne soirée sur France 2. À demain, dès 13h.